Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau point presse. Nous commencerons avec les actualités du ministère. Ensuite, à quelques jours de la 22e édition du Shangri-La Dialogue, le point presse d'aujourd'hui mettra en lumière les enjeux de sécurité et de défense en Indo-Pacifique. Et à ce titre, nous accueillons le capitaine de vaisseau Nicolas Rossignol, chef du département Asie, Océanie, Amérique latine et Caraïbes au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Il rappellera l'importance des enjeux de la stratégie du ministère dans la région. Ensuite, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises en cours. Et enfin, en bonus de ce point presse, nous aurons une présentation du symposium des chefs d'état-major des armées de terre de la Méditerranée, qui se tiendra à Toulon dans quelques jours. Le colonel Jérôme Bouju, adjoint au chef du bureau Relations internationales de l'état-major de l'armée de terre, présentera les enjeux de la coopération terrestre en zone Méditerranée. Donc je commence les actualités. Cette semaine, le ministre des Armées sera en déplacement en Asie. Il a tout d'abord fait une étape au Vietnam, puis il se rendra en Indonésie avant de rejoindre Singapour vendredi où il participera au Shangri-La Dialogue aux côtés du président de la République. Sébastien Lecornu mènera en marge de ce déplacement plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues. Je poursuis avec plusieurs séquences mémorielles. À l'occasion de la Journée nationale de la résistance, plusieurs événements rendront hommage à celles et ceux qui ont défendu les valeurs de la République, parfois jusqu'au sacrifice ultime. Instituée par une loi adoptée à l'unanimité en 2013, cette journée du 27 mai fait écho à la première réunion du Conseil national de la résistance, convoquée en 1943 par Jean Moulin, dans le but de coordonner les forces de la résistance intérieure. Cette année, la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants s'est rendue dans les Alpes de Haute-Provence et dans le Var. Et hier, Patricia Miralles a notamment inauguré le chemin mémoriel René Char en hommage au grand poète et résistant provençal. Et cet après-midi, la ministre présidera à la nécropole nationale de Signes la cérémonie nationale de commémoration. Toujours dans cette dynamique de mémoire, je vous signale la sortie de 2 productions audiovisuelles qui viendront enrichir notre réflexion collective sur la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, mardi 3 juin à 21h sur Arte, nous avons le documentaire U-Boat, la menace fantôme. Ce documentaire soutenu par le ministère revient sur l'histoire des U-Boats, les sous-marins allemands engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Véritable arme psychologique produit de la propagande nazie, les U-Boats effrayaient les équipages alliés. Ils furent toutefois incapables d'atteindre une quelconque cible stratégique. L'arme miracle voulue par Hitler et son dauphin Dönitz fut à l'origine d'un massacre qui coûta la vie à près de 30 000 sous-mariniers allemands et 72 000 marins alliés. Autre rendez-vous demain soir à 21h sur France 3, le documentaire STO, les oubliés de la victoire, cofinancé par le ministère des Armées. Il met en lumière le sort tragique des 650 000 Français envoyés de force en Allemagne pour travailler au service du régime nazi. On les appelle les STO pour service du travail obligatoire, 3 lettres qu'ils vont porter toute leur vie comme un fardeau. Et souvent stigmatisés, parfois oubliés, les STO prennent la parole à travers les derniers témoins et leurs descendants. Dans ce 90 minutes, les réalisateurs Lucie Pastor et Paul Le Grouillet rendent justice à une génération de jeunes Français sacrifiés. En ce 27 mai, nous commémorons également un épisode marquant d'un conflit plus récent, les 30 ans des combats. Les 30 ans du combat. Les 30 ans des combats du pont de Verbania en ex-Yougoslavie. Une cérémonie sera présidée cet après-midi dans la cour d'honneur des Invalides par le général d'armée François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur. Le 27 mai 1995, alors que des casques bleus étaient retenus en otage par des Serbes, le 3e régiment d'infanterie de marine reçoit l'ordre de reprendre les postes du pont de Verbania pour les délivrer.
La première compagnie du 3e RIMA, avec à sa tête le capitaine François Lecointre, s'engage dans un affrontement contre des Serbes déguisés en soldats de l'ONU. Au cours de ce combat, considéré comme la dernière charge à la baïonnette de l'histoire des armées françaises, 2 militaires français ont perdu la vie. Les marsouins Marcel Amaru et Jackie Humblot, et 17 ont également été blessés. Nous leur rendons aujourd'hui un hommage solennel. Je poursuis avec plusieurs actualités en lien avec la préparation opérationnelle des forces. Du côté de l'armée de terre, du 3 au 5 juin se tiendra le challenge Montclar au camp général de Castelnau dans l'Aveyron. Cet événement d'envergure nationale réunira 20 équipes issues de divers régiments de l'armée de terre qui représenteront leur groupement commando. Ce challenge mettra au défi ces équipes au cours d'épreuves hybrides mêlant efforts physiques et tirs tactiques. Une journée média aura lieu le 4 juin. Pour y assister, vous pouvez vous rapprocher du CIRPATER. Je poursuis avec un exercice interarmées, interservices et interalliés. Du 10 au 13 juin, le 92e régiment d'infanterie participera à l'exercice interarmées Gergovie aux côtés de l'armée de l'air et de l'espace, de la gendarmerie nationale, des secours civils et d'unités étrangères polonaises et irlandaises. L'objectif de cet exercice est de tester l'interopérabilité des unités en situation de crise sur le territoire national. 400 militaires seront mobilisés ainsi que 50 véhicules blindés, plusieurs hélicoptères et des moyens de génie. 150 soldats issus de détachements polonais et irlandais participeront également à cet exercice. Une séquence sera ouverte à la presse le jeudi 12 juin à partir de 14 h. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à vous rapprocher du CIRPATER. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 5 au 8 juin, la base aérienne 107 Vélizy-Villacoublay accueillera l'exercice Air Raid 25. Près de 40 équipes composées de personnel d'active et de réserve vont s'affronter au cours de différentes épreuves nécessitant des connaissances militaires, sportives et techniques. Co-organisé par le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, les associations nationales d'officiers et de sous-officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, ce raid est ouvert aux 3 armées, ainsi qu'aux armées étrangères. Cette année, des militaires belges et allemands participeront à cet exercice. Air Raid 25 vise notamment à valider les acquis militaires et notamment des escadrons de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, répondre aux attentes des plus jeunes réservistes en termes d'activité opérationnelle et renforcer et développer les liens qui unissent les personnels d'active et de réserve. Une journée sera ouverte à la presse et vous recevrez une note aux rédactions dans les prochains jours. Avant de passer au focus de ce jour, je vous signale la sortie de notre dernier podcast, DevCast, qui vous fera découvrir le parcours du lieutenant Benjamin, réserviste de l'armée de terre. Data scientist dans la vie civile, le lieutenant Benjamin est aussi réserviste à l'état-major interarmée de zone de défense et de sécurité Nord. Et dans cet entretien, il raconte ce qui l'a amené à porter le treillis une vingtaine de jours par an et comment il est parvenu à s'imprégner des codes militaires et évoque toute la richesse humaine qu'il a découvert au ministère des Armées. Vous pouvez retrouver dès à présent ce podcast sur toutes les plateformes. Avant de passer au focus thématique, avez-vous éventuellement des questions en salle ou en audio? Pas de questions, donc je passe au focus qui porte sur la stratégie en Indo-Pacifique à l'occasion du Shangri-La Dialogue. Avec ses 7 départements et collectivités d'outre-mer et plus de 9 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, la France est la seule nation européenne résidente de l'Indo-Pacifique. Son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies lui confère une responsabilité particulière en matière de préservation de la stabilité et de la sécurité régionale. Dans un contexte où les équilibres stratégiques sont fragilisés, la France sait combien il est essentiel de maintenir un dialogue étroit et continu avec les nations résidentes. Parmi les forums de référence figure notamment le Shangri-La Dialogue, qui réunit chaque année à Singapour les ministres et acteurs de la défense de l'Indo-Pacifique autour des grands enjeux de sécurité. La 22e édition de ce sommet se tiendra du 30 mai
au 1er juin, et cette année marque un moment symbolique. Pour la première fois, un chef d'État européen prendra la parole en ouverture. Le président de la République y prononcera un discours, signe fort de l'engagement de la France et de la profondeur des liens qui l'unissent à cette région. Mais je n'en dis pas plus et cède maintenant la parole au capitaine de vaisseau Rossignol qui va vous exposer plus en détail les enjeux de cette édition. Commandant, c'est à vous. Merci Madame la déléguée, mon général, Mesdames, Messieurs. Le Shangri-La Dialogue est une enceinte d'échange qui permet de prendre le pouls des dynamiques de l'Indo-Pacifique et de consulter nos partenaires régionaux. C'est également une tribune d'expression unique pour promouvoir notre vision de l'environnement de sécurité et de défense dans la région, marqué par des enjeux structurants tels l'interconnexion des théâtres, renforcée par l'engagement de troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine, ou encore la remise en cause du droit international et de l'ordre international hérité de 1945. Autant d'items sur lesquels nos partenaires de l'Indo-Pacifique sont attentifs aux positions de la France, dont l'autonomie stratégique est largement plébiscitée. Fondé en 2002, le Shangri-La Dialogue est organisé chaque année par le think tank International Institute for Strategic Studies, implanté à Londres, mais également à Singapour, où il est l'un des plus influents d'Asie du Sud-Est. Ce think tank organise d'autres forats régionaux, à Manama, à Bahreïn, et plus récemment à Prague. Ce dialogue rassemble l'ensemble des ministres de la Défense et bien au-delà, comme évoqué sur la diapositive, des organisations internationales telles la Croix-Rouge et des chercheurs provenant des think tanks les plus influents. Pour la France, cette édition 2025 sera toute particulière car elle s'inscrit dans le prolongement d'une séquence très riche. Sur le plan opérationnel, le déploiement inédit du groupe aéronaval Clémenceau 25 jusqu'en mer de Chine méridionale a permis de conduire un nombre important d'exercices multilatéraux et d'interactions avec nos principaux partenaires d'Asie du Sud-Est, Singapour, l'Indonésie, les Philippines, mais également d'entretenir notre interopérabilité avec la 7e flotte américaine. La visite en cours du président de la République au Vietnam, en Indonésie, à Singapour, juste avant le forum, constitue également une séquence clé avec nos partenaires. Enfin, cette édition conclura cette séquence dans le contexte particulier du 60e anniversaire des relations bilatérales entre la France et Singapour. La venue du président de la République en tant que keynote speaker, c'est-à-dire qu'il prononcera le discours d'ouverture du forum, discours toujours très attendu, témoigne de l'excellente relation entretenue avec le partenaire singapourien, mais aussi de la reconnaissance de l'influence de la France sur la scène internationale et de son importance au plan régional. En effet, cette séquence permettra de souligner que la France, seule nation européenne résidente de l'Indo-Pacifique, continue d'assumer ses responsabilités et ses engagements dans la zone, malgré des efforts de défense accrus sur le théâtre européen. Permettra également de réaffirmer notre attachement indéfectible à un ordre international fondé sur des règles de droit et au multilatéralisme. Au cours du Shangri-La Dialogue, le ministre des Armées interviendra lors de la 4e séance plénière, ce qui constituera un autre temps fort. Le thème de cette séance est dévolu aux défis de sécurité dans les nouveaux champs et espaces de conflictualité, comme le cyberespace, les grands fonds marins ou encore l'espace extra-atmosphérique. Planche suivante. La participation à haut niveau de la France au Shangri-La Dialogue constitue l'une des illustrations de la mise en œuvre de notre stratégie de défense en Indo-Pacifique. Cette stratégie n'a cessé de s'adapter à l'évolution de certaines tendances déjà identifiées en 2019, année de la publication de sa première version. En dépit des dynamiques observées, certains objectifs demeurent inchangés et se déclinent en 4 piliers. Le premier, la défense et la sécurité de nos territoires d'outre-mer. Le deuxième, la promotion de la défense de la règle de droit et du multilatéralisme, garantissant les principes de libre circulation et d'accès aux espaces communs. Le renforcement de la stabilité régionale et enfin la prise en compte des effets du changement climatique. Planche suivante. L'Indo-Pacifique est un vaste ensemble géostratégique
Aussi, pour gagner en finesse d'analyse et mieux adapter nos réponses, 4 sous-régions distinctes ont été définies. Le nord de l'océan Indien, le sud de l'océan Indien, le Pacifique Sud et l'Asie orientale. Cela permet de mieux différencier les moyens déployés pour répondre aux défis identifiés dans ces zones, qu'il s'agisse d'enjeux de sécurité traditionnels ou transverses, comme les luttes contre les trafics illicites, la pêche INN ou encore la piraterie. Un des axes de cette stratégie intègre la nécessité de consolider nos partenariats dans la région en développant des coopérations ciblées, répondant aux besoins de nos partenaires autant qu'aux nôtres. Il s'agit d'une déclinaison de la notion d'autonomie stratégique portée par le président de la République. Nous entendons ainsi fournir à nos partenaires une offre globale leur permettant de protéger leur souveraineté et de contribuer directement à leur stabilité régionale. Enfin, cette stratégie soutient l'affirmation de l'Union européenne comme acteur géopolitique dans la région par le biais de ces initiatives régionales que la France contribue à décliner. Je voudrais en mentionner 2. La première, c'est Enhancing Security Cooperation in and with Asia, ESIWA, qui vise à développer la coopération sur des thèmes comme la gestion de crise ou la cybersécurité maritime. Le deuxième, c'est Critical Maritime Route Indo-Pacific, qui vise à renforcer la sécurité et la sûreté des voies maritimes qui sont stratégiques pour la France comme pour l'Europe, en favorisant les échanges d'informations et en développant un volet formation et de renforcement capacitaire. Planche suivante. Pour déployer cette stratégie, le ministre des Armées veille à maintenir une présence régulière et cohérente dans toutes les zones. La diapositive affichée vous donne les 3 grands thèmes qui illustrent les différents niveaux sollicités dans ce cadre. Tout d'abord, les différentes visites officielles que le ministre des Armées a réalisées dans la zone depuis 2023. Et je me permets de signaler tout particulièrement sa participation au South Pacific Defense Minister Meeting, qui regroupe les pays du Pacifique Sud disposant de forces armées, organisé pour la première fois par la France fin 2023. En 2024, lors du dernier Shangri-La, le ministre s'est entretenu avec ses homologues singapouriens, japonais, coréens et chinois. Enfin, début 2025, il a accueilli son homologue indonésien sur le porte-avions Charles de Gaulle, alors en escale à Lombok, dans le cadre de la mission Clemenceau 25. En appui de ces visites ministérielles, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie a organisé sur la même période une vingtaine de dialogues stratégiques de défense avec nos partenaires en Asie-Pacifique, ce qui n'inclut pas l'accueil des délégations étrangères en France. Permet de mentionner que certains de ces dialogues se font au format 2+2, c'est-à-dire qu'ils associent le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Par ailleurs, la participation au niveau ministériel ou au niveau de la DGRIS à différents forats régionaux autres que le Shangri-La permet de mentionner le Resina Dialogue en Inde, le Seoul Defense Dialogue en Corée du Sud, le Beijing Qinshan Forum en Chine ou encore le dialogue d'Ulaanbaatar en Mongolie, permet aussi d'écouter et d'échanger avec des partenaires très variés, de partager notre vision des enjeux stratégiques, de délivrer certains messages et de valoriser les activités et savoir-faire de nos armées en Indo-Pacifique. Dans cette même logique, la France s'investit dans la coopération avec les structures régionales de défense, et je me permets de mentionner l'ASEAN Defense Minister Meeting Plus, au sein desquels nous contribuons notamment sur des thématiques de sécurité non traditionnelles qui font consensus, l'assistance humanitaire, la sécurité maritime, la lutte contre les trafics illicites, ce qui contribue à soutenir la paix et la stabilité dans la région, tout en respectant la centralité de l'ASEAN. Enfin, le réseau des attachés de défense en Indo-Pacifique est en constante évolution afin d'adapter notre présence au contexte stratégique. Des personnels civils sont également insérés dans des think tanks étrangers, à Singapour, en Australie, en Inde. Cela contribue à améliorer notre compréhension des enjeux et dynamiques régionales, mais aussi à renforcer notre capacité de rayonnement et de diffusion plus largement de nos réflexions stratégiques et de nos travaux de recherche académiques. Au niveau opérationnel, nos moyens outre-mer contribuent directement à l'opérationnalisation de cette stratégie,
en particulier auprès de nos partenaires régionaux les plus proches, confrontés à des défis similaires. Et je me permets de mentionner l'exercice Croix du Sud qui vient de s'achever à Wallis et Futuna. Des déploiements réguliers depuis la métropole sont programmés en complément, démontrant notre capacité de projection en Indo-Pacifique en dépit de fortes élongations, à l'instar des missions Pégase ou du déploiement du groupe aéronaval. Pour conclure, la participation française au Shangri-La Dialogue est une contribution majeure, à haute visibilité, à la mise en œuvre de notre stratégie de défense en Indo-Pacifique, permettant de mettre en valeur nos engagements opérationnels. Nos responsabilités envers nos Outre-mer, comme auprès de nos principaux partenaires, continueront à être structurants pour nos armées, fortement sollicités par ailleurs par les enjeux de sécurité en Europe et au Moyen-Orient. Je vous remercie pour votre attention. Oui, bonjour. Bonjour, commandant Pierre-Julien, indépendant. Vous parlez du président de la République. À quel niveau sont représentés les autres pays, les 41 autres pays membres du Shangri-La Dialogue? Alors à ce stade, à mon degré de connaissance, il y a 40 nations qui ont répondu positivement. En règle générale, ce sont les ministres de la Défense. Il peut arriver que ce soit des premiers ministres, comme c'est le cas notamment pour la Malaisie, puisqu'il y a une adresse spéciale au cours du Shangri-La Dialogue par le Premier ministre malaisien. Mais généralement, ce sont des présidents de la République qui font l'ouverture, le discours d'ouverture. L'an dernier, c'était le président philippin, mais ça ne monte pas à ce niveau-là, même si certains pays plus modeste, je pense notamment au Timor oriental, est représenté par son président. Bonjour monsieur, journaliste de la chaîne Phoenix TV de Chine. J'ai deux questions. Le premier concernant la situation en mer de Chine méridionale, alors que les États-Unis continuent de mettre en avant la menace chinoise. Quelle est la position de la France et comment analysez-vous les tensions actuelles dans cette région stratégique? Et deuxième question, dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique de la France, et comment percevez-vous le rôle de la Chine? Et c'est comme une menace potentielle ou un partenaire incontournable? Et pourquoi? Merci. Alors, je vais répondre à votre deuxième question avant de répondre à la première. Je pense que l'entretien que notre ministre des Armées a eu avec votre ministre de la Défense a permis d'aborder très largement la manière dont la France considère la Chine de manière globale et plus spécifiquement dans la zone Indo-Pacifique. En ce qui concerne les différents territoriaux en mer de Chine méridionale, la France ne prend pas parti dans les différents, mais souhaite affirmer son attachement à la liberté de navigation, au respect du droit international et au multilatéralisme. Je viens d'y répondre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas parti pour les différends en mer de Chine méridionale, mais on continuera à y être déployé pour maintenir notre attachement à la liberté de navigation, au respect du droit international et à la recherche de solutions multilatérales aux différends entre les différentes parties. Mon commandant, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Deux petites questions rapides. Première question, par rapport au thème abordé donc, chaque année, quels sont les objectifs fixés en fait, pour chaque session, d'une part. D'autre part, sur chaque année, est-ce qu'on revient après par rapport aux objectifs précédents pour voir si ça a été atteint ou quel bilan, est-ce qu'il y a un bilan qui est fait en fait après chaque session? Merci, commandant. Merci pour votre question. Alors, il y a certains thèmes qui sont effectivement récurrents. Maintenant, d'une année à l'autre, la température change et c'est souvent le discours d'ouverture qui permet de bien calibrer l'issue des échanges. Il ne vous a pas échappé que dans les séances plénières, il y a également la présence et de la Chine et des États-Unis. Donc, les discours sont éminemment attendus et permettent de calibrer l'état des dynamiques, comme je l'ai évoqué dans mon propos. On cherche à effectivement pouvoir porter notre message dans différents domaines. L'année dernière, le ministre s'est exprimé dans la table ronde sur « Ensuring Stability in a Competitive World ». Cette année, on a choisi un thème différent qui est plus lié aux nouveaux enjeux de conflictualité, ce qui nous a semblé plus pertinent pour porter la voix de la France. Donc il n'y a pas forcément de continuité, mais d'un Shangri-La à l'autre, effectivement, les paramètres changent. Il ne vous aura pas échappé que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avait effectivement fait bouger les lignes de manière significative.
Oui, Nathanaël Charbonnier, Radio France. Deux choses. Tout d'abord, la présence française dans la zone, c'est 7000 militaires, c'est ça? Et comment elle est répartie? Et est-ce qu'il y a des pays avec lesquels vous avez des rapports privilégiés, en fait? Je pense à l'Australie, peut-être le Japon, je ne sais pas. Merci pour votre question. Effectivement, la présence française, elle est éminemment articulée autour de nos outre-mer, qui sont vraiment le cœur de notre stratégie de défense en Indo-Pacifique. Donc 3 bases à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, complétées par 2 forces permanentes à l'étranger, à Djibouti et aux EAU. Ensuite, on utilise les moyens qui sont prépositionnés, ainsi que des moyens qui sont déployés en complément en fonction du besoin. En ce qui concerne nos partenaires dans la zone, il n'y a pas de table de priorité, il n'y a pas de classement. On a des intérêts qui sont différenciés. On a une longue relation stratégique avec l'Inde, avec Singapour également, et on développe notre relation bilatérale avec l'Indonésie, mais également avec le Japon ou encore avec l'Australie. En règle générale, il y a 3 grands leviers pour dynamiser une relation bilatérale: des points de convergence politique, des intérêts opérationnels partagés et des matériels en commun. Quand on prend ces 3 leviers, eh bien, on identifie bien quels sont les partenaires avec lesquels nous avons le plus d'affinités, et c'est illustré par les déploiements opérationnels. On peut reprendre effectivement les activités bilatérales et multilatérales qu'a conduit le groupe aéronaval lors de sa mission Clémenceau 25 au printemps 2025. Si je peux me permettre, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce qui singularise la voix de la France dans la région ? Alors, ce qui singularise la voix de la France dans la région et qui est plébiscité par l'ensemble de nos partenaires, c'est l'autonomie stratégique. Voilà, c'est vraiment le testament du général de Gaulle, qui vaut tant pour l'appréciation de situation, pour l'autonomie de décision, et qui se décline également dans le domaine capacitaire par notre base industrielle et technologie de défense. Elle est enviée par l'ensemble des pays de la région, et c'est aussi pour ça qu'il se tourne vers nous, tant dans le domaine capacitaire, opérationnel, et qu'il y a des points de convergence politique. Merci beaucoup, commandant. Nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet. Merci beaucoup, commandant, pour votre temps et votre présentation. Donc, colonel, c'est à vous. Merci, madame la directrice. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je propose aujourd'hui une actualisation du point presse qui a été fait jeudi dernier avec un focus particulier sur le Proche et le Moyen-Orient. Alors, donc, en fin de semaine dernière, le général de division Christophe Inzi a pris le commandement de NATO Mission Irak. Il succède au lieutenant-général Lucas Schreurs des Pays-Bas. Cette prise de commandement marque l'attachement de la France à participer à l'architecture de sécurité au Moyen-Orient. J'en profite pour revenir sur l'engagement de la France en Irak, puisque la France est présente à travers 2 volets aux côtés des forces armées irakiennes. C'est le volet opération et le volet coopération bilatérale. Donc, concernant le premier volet, la France contribue à 2 opérations majeures dans la zone avec ses partenaires internationaux. Tout d'abord, il y a l'opération Inherent Resolve, OIR, opération en coalition sous commandement américain qui vise à défaire Daesh en Irak et en Syrie. La France s'est engagée aux côtés des 80 autres nations et de 5 organisations membres que sont l'OTAN, l'UE, la Ligue arabe, la Communauté des États sahélo-sahariens et Interpol. Tout ça dans la lutte contre Daesh en lançant l'opération Chamal, qui est le nom français de l'opération conduite dans le cadre d'OIR. Donc, depuis le 1er janvier 2022, cette opération a évolué vers des missions de conseil, d'assistance et de facilitation au profit des forces de sécurité irakiennes. Les armées françaises sont présentes à tous les niveaux de la coalition avec des officiers de liaison qui sont insérés dans les différents états-majors de niveau stratégique à Tampa, de niveau opératif au Koweït et en Irak ou encore tactique au Qatar pour prendre une part active aux réflexions et aux actions relatives à la stratégie militaire contre Daesh. La contribution de la France à OIR s'appuie sur les moyens déployés sur la base aérienne projetée au Levant, la BAP, ainsi que sur les moyens de la base aérienne 104 des forces françaises aux Émirats arabes unis, ainsi que sur les militaires français déployés en Irak. Toujours dans le domaine opérationnel, nous marquons depuis le 22 mai un effort particulier sur la mission NMI, NATO Mission Irak. Il s'agit d'une mission de l'OTAN ayant pour objectif la stabilisation de l'Irak
en s'appuyant sur la montée en puissance de ces institutions de défense et de sécurité dont la France a pris le commandement de cette mission NMI le 22 mai. Alors, je vous rappelle, établie en octobre 2018 à la suite d'une demande du gouvernement irakien, la mission NMI relève du commandement interarmé, du commandement interarmé allié de Naples, le JFC Naples, qui est l'un des 2 commandements opérationnels de l'OTAN. Celui-ci est chargé de planifier, de conduire, décidément, et de soutenir les opérations. NATO Mission Iraq est une mission non combattante de conseil et de renforcement des capacités qui vise à aider l'Irak à bâtir des forces armées et des institutions de sécurité qui sont plus durables, transparentes, inclusives et efficaces. L'objectif est de permettre à l'État irakien, dans le plein respect de sa souveraineté, de stabiliser le pays, de lutter contre le terrorisme et de prévenir le retour de Daesh. NMI délivre son appui technique à travers son pilier conseil auprès des hautes autorités irakiennes, son pilier formation, toujours auprès des écoles et des institutions de défense, et son pilier Stratcom auprès des institutions irakiennes. J'en arrive maintenant au second volet, qui est celui de la coopération bilatérale. Donc, les armées françaises développent leurs relations bilatérales aux côtés des forces irakiennes, notamment par des actions de soutien et de conseil aux opérations contre Daesh. Cela prend la forme de différentes formations à la demande du partenaire, notamment au profit des unités destinées à la lutte contre Daesh dans les zones désertiques. Ce sont les fameux bataillons du désert. À la mi-juin, ce sont donc 5 bataillons et plus de 2000 militaires irakiens qui auront été formés par la task force Lamassu, dont je vous parle fréquemment à ce pupitre. Ou encore, nous sommes dans le domaine de la défense aérienne pour la maîtrise de la souveraineté de l'espace aérien irakien, dont notamment les exercices Ababil ou les vols de Partner Nation Integration avec les forces irakiennes en sont l'incarnation. Donc, au levant, le dispositif des armées françaises, qu'il soit intégré aux coalitions auxquelles la France contribue ou qu'il vienne directement en appui au soutien des forces de sécurité irakiennes, se caractérise par son interopérabilité et sa cohérence. Voilà pour ce qui est de l'engagement des armées françaises aux côtés de son partenaire irakien. Revenons sur l'actualité des opérations. En mer d'Arabie, un bâtiment de la Marine nationale a intercepté 4 boutres sans pavillon au cours du mois de mai, entraînant la saisie de près de 5 tonnes de produits stupéfiants pour une valeur estimée à plus de 70 millions d'euros. Les armées françaises déploient régulièrement des bâtiments de la Marine nationale dans cette zone pour la lutte contre le trafic de drogue, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la protection des populations. On poursuit avec la zone Afrique, où le patrouilleur de haute mer commandant Bouin a rejoint la semaine passée la zone d'opération Corimbe, qui est dédiée à la lutte contre les activités illicites dans le golfe de Guinée. L'opération Corimbe incarne l'engagement des forces armées françaises dans le golfe de Guinée et elles y assurent une présence dans cette zone afin de contribuer à la sécurisation des voies maritimes. Partenaire de longue date des marines des États riverains du golfe de Guinée, la France partage son expertise dans le domaine de la lutte contre l'insécurité maritime. Voilà, ceci conclut ce point de situation et je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce que tu peux nous dresser un petit tableau des bataillons qu'on forme toujours pour l'Ukraine? Où en est-on exactement? Alors, merci pour cette question. Donc, la formation des unités ukrainiennes, elle se fait au fil de l'eau à la demande du partenaire. Donc, il y a des formations qui sont réalisées en métropole, il y a des formations qui sont réalisées en Pologne. Donc, les formations qui sont réalisées en Pologne, c'est dans un cadre assez particulier qui relève c'est un regroupement de l'ensemble des initiatives européennes dans un cadre européen qui s'appelle EUMAM, donc European Union Mission Assistance, Military Assistance Missions, pardon, pour l'Ukraine. Donc là, il s'agit en fait de former des cadres essentiellement qui seront appelés à être envoyés directement sur le terrain. On arrive aujourd'hui à un peu plus de 18 000 militaires ukrainiens formés par la France. Excusez-moi. Et dans l'Hexagone, ça se passe comment? Alors, dans l'Hexagone, c'est toujours à la demande du partenaire et en fonction de ses besoins. Donc, en fait, c'est des formations qui sont adaptées. Et donc, on va trouver le meilleur site, la meilleure approche qui correspond à leurs besoins.
Et pour des raisons de sécurité, on ne communique pas sur les lieux de formation ni sur le volume à l'instant T. Oui, juste une précision sur l'Ukraine. Hier, le chancelier allemand a dit que la France, l'Allemagne, même les États-Unis étaient d'accord pour que la riposte des Ukrainiens ne soit pas limitée en termes de distance. Est-ce que ça implique des changements et qu'est-ce que ça implique pour l'armée française? Alors, il s'agit d'une décision de niveau politique. Et pour les armées françaises, en fait, ça ne dit rien de plus que ce qui a déjà été annoncé par le président de la République au discours de Meseberg il y a un petit peu plus d'1 an. Donc, en fait, le propos, c'est de ne rien s'interdire. Il n'y a pas de tabou dans la défense de l'Ukraine et dans l'effort qu'on fait à leur profit. Et notamment, il ne faut pas s'interdire de les appuyer pour leur permettre de se défendre contre justement les sites qui les attaquent. Et c'est bien dans cette perspective-là que cette déclaration est faite. Bonjour, Louis Guarino pour la Tribune de l'Assurance. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un point sur la situation en mer Rouge, les liens avec la mission Aspides européenne, l'accompagnement des navires marchands depuis le revirement des rebelles Houthis. Les assureurs maritimes sont toujours inquiets sur notamment les attaques de navires marchands. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclairage? Merci. Alors la mission Aspides, c'est une mission qui a été créée par l'Union européenne à laquelle nous participons régulièrement avec des navires de guerre, des frégates, régulièrement de premier rang. C'est une mission qui consiste à accompagner les bâtiments qui en auront fait la demande auprès de la mission Aspides. C'est une mission d'escorte où nous allons assurer la sécurité de ces bâtiments durant une partie du transit qui est la partie la plus menacée. Nous ne sommes pas les seuls à participer à cette mission, donc il y a régulièrement en fait un tour entre les différentes marines qui sont engagées. Je ne ferai pas le topo sur l'ensemble des pays qui sont engagés là-dedans. Donc c'est une mission qui est aujourd'hui permanente, qui a démontré sa pertinence, puisque encore assez récemment, nous avons ouvert le feu sur une menace drone qui était avérée sur ce couloir de navigation. Donc la France est engagée et poursuit cet engagement dans cette mission. Bonjour monsieur, j'ai une question concernant le Rafale qui a été battu pour la première fois lors d'un conflit indo-pakistan. Et est-ce que la France envisage-t-elle d'évaluer les performances et les stratégies de Rafale et aussi renforcer les mesures de protection, s'il vous plaît? Merci pour cette question. Alors, s'agissant du conflit qui a eu lieu entre l'Inde et le Pakistan, moi je remarque surtout qu'on est dans le brouillard de la guerre et puis qu'il y a une forte guerre informationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on sait surtout, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'allégations que je ne reprendrai pas puisqu'il n'y a pas d'informations qui soient confirmées. Effectivement, le sujet du Rafale, c'est un sujet de première importance pour nous. On s'intéresse bien sûr de savoir ce qui s'est passé. Et donc, on essaie d'être au plus près de notre partenaire indien pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et évidemment, on va tirer le plus grand retour d'expérience de cet emploi au combat de haute intensité qui, manifestement, selon certains rapports, engageait plusieurs centaines d'aéronefs. Donc, on est bien évidemment, on suit autant que faire se peut ces événements, mais aujourd'hui, c'est surtout, ce qu'on peut surtout constater, c'est qu'il y a eu 20 années d'emploi du Rafale, 20 années d'emploi au combat, et que si c'était effectivement, s'il était avéré qu'il y avait une perte, ce serait la première perte au combat de cet avion de guerre. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au bonus dédié à la coopération terrestre en Méditerranée. Donc les 2 et 3 juin prochains, les chefs d'état-major des armées de terre et des 2 rives de la Méditerranée se réuniront à Toulon. Pendant 2 jours, 15 officiers généraux échangeront sur les enjeux sécuritaires dans le domaine terrestre, l'occasion de partager les bonnes pratiques et analyse des menaces actuelles et à venir. Je n'en dis pas plus et cède maintenant la parole au colonel Jérôme Bouju du Bureau Relations internationales de l'armée de terre pour vous présenter les enjeux du symposium. Merci beaucoup, colonel. Je vous remercie, Madame la déléguée, mon général, mesdames et messieurs.
Le contexte actuel nous impose toujours une focalisation vers le flanc Est quant aux aspects sécuritaires, et ce, à juste titre. Pour autant, la France n'est pas un pays tourné uniquement vers l'Est, vers l'espace continental, mais bien ouvert à 360 degrés en termes de relations internationales militaires. À ce titre, la France a toujours considéré l'espace méditerranéen, ou flanc sud, comme une priorité stratégique. L'an dernier, le regard s'est porté vers nos partenaires africains dans le cadre d'Agir autrement avec l'Afrique. Suite à la réussite du symposium des CEMAT africains en juillet 2024, nous avons décidé de consacrer l'édition 2025 à l'espace stratégique flanc sud. Le symposium des 2 et 3 juin prochains réunira donc 15 chefs d'état-major d'armée de terre ou leurs représentants du pourtour méditerranéen et sera un réel point d'étape dans la co-construction ou la poursuite de partenariats dans cette zone. Planche suivante, s'il vous plaît. Zone dans laquelle nous avons déjà des coopérations très fructueuses autour des 4 piliers des relations internationales militaires. Tout d'abord dans le domaine de la formation. À titre d'exemple, nous accueillons dans nos organismes de formation, des lycées militaires jusqu'à l'école de guerre, un certain nombre de stagiaires, d'officiers stagiaires issus de ces pays. De la même façon, nous envoyons dans les écoles de ces pays partenaires un certain nombre de stagiaires, d'officiers stagiaires. Et très récemment, depuis cette année, nous accueillons également des officiers instructeurs. Citons l'exemple du Maroc, où un capitaine de l'armée marocaine est maintenant intégré à Koweït-Kidan pour la formation de nos officiers. Ensuite, nous participons aussi à de nombreux exercices de coopération avec les armées de terre du pourtour méditerranéen. Pour n'en citer que certains, citons l'exercice tactique Holiko qui s'est tenu l'an passé. C'est un exercice grec où l'armée de terre française a engagé près de 300 hommes, ainsi que des véhicules blindés de combat d'infanterie, les fameux VBCI, et qui a conduit à l'issue à un binomage d'unités, plus spécifiquement entre notre 7e brigade blindée de Besançon et une brigade mécanisée grecque, la 25e. Citons également d'autres exemples, comme par exemple l'exercice Chergui 2025, qui est un exercice biennal aéroterrestre conduit avec le Maroc. Par ailleurs, nous entretenons également des relations fortes dans le domaine capacitaire. Prenons comme exemple la vente du canon emblématique de l'armée de terre, le fameux César, qui a été exporté bien sûr au Maroc, mais également en Croatie, et qui est également en bonne voie en direction du Portugal. Enfin, la dimension rayonnement de l'événement se traduira aussi par l'engagement de haute autorité, puisque ce sont bien 15 chefs d'état-major de l'armée de terre ou leurs représentants qui se réuniront autour de la table afin d'échanger sur 4 thématiques lors de tables rondes, dont 2 d'entre elles, les 2 dernières sur la planche, seront d'ailleurs ouvertes à la presse et seront réalisées en présence également d'acteurs du monde académique. Les partenariats forts que l'armée de terre française entretient avec les armées de terre de la Méditerranée doivent donc être maintenus, voire renforcés. D'ailleurs, les dernières années ont bien prouvé que nous sommes tous confrontés à des défis multiformes. Des catastrophes naturelles, bien sûr, séismes, inondations, incendies, aux graves conséquences humanitaires, tout ce qui est trafic illicite, menaces cyber aussi, et puis des défis démographiques avec aussi pour enjeu la formation de la jeunesse. C'est pourquoi l'armée de terre poursuit donc ses objectifs d'interopérabilité avec ses partenaires, de coopération et de sécurité avec tous nos homologues de la région. Cette démarche nouvelle s'inscrit en complément d'une initiative baptisée Flanc Sud, qui a été co-construite en 2023-2024 sous forte impulsion italienne et française, et qui initiait à l'époque un dialogue ainsi qu'une volonté de coopération, d'une part entre la France et l'Italie, mais aussi avec plusieurs pays d'Europe du Sud. Avec ce symposium, nous allons maintenant étendre ce dialogue et tendre la main encore plus avec nos partenaires de la rive sud de la Méditerranée. Avant tout, ce symposium revêt donc aussi une valeur symbolique, en réunissant les pays des 2 rives, ainsi que de nombreux acteurs interarmés, à bord notamment du porte-avions Charles de Gaulle, à Toulon. Car si la coopération commence effectivement en mer, naturellement, elle se poursuit et aussi elle se conclut surtout à terre. Ce symposium permettra donc tout d'abord d'instaurer un dialogue entre nos 15 chefs d'état-major
en renforçant les canaux traditionnels de communication classique, mais il permettra aussi de fédérer un certain nombre d'initiatives régionales, en particulier dans le domaine de l'aide humanitaire et de secours, le HADR. C'est pour cette raison que le symposium comprendra aussi une séquence dans l'une de nos unités de sécurité civile expérimentées à Brignoles, l'UIC 7, avec des démonstrations, bien sûr, de capacités et de moyens. Enfin, l'objectif de ce dialogue est le renforcement de la coopération grâce à des activités opérationnelles réelles, grâce à des exercices, grâce aussi à un partage de bonnes pratiques et d'idées autour de la situation sécuritaire dans le court mais aussi dans le long terme. Pour conclure, l'espace méditerranéen représente bien donc une priorité stratégique de l'armée de terre française, simultanément à la priorité aussi que représente le flanc Est, bien évidemment, et va au-delà de l'élément naturellement maritime en s'étendant sur l'espace terrestre dans une sorte de continuum. Dans ce cadre, notre armée de terre a tout intérêt à développer et à renforcer sa coopération avec les armées de terre de l'espace méditerranéen. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Oui, merci mon collègue. L'Algérie n'est pas représentée, si je me trompe. Elle n'a pas voulu venir ou elle n'était pas invitée. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la stratégie algérienne dans la région Méditerranée? Est-ce qu'elle est un peu coopérative? Pas du tout. Quelles sont vos relations avec vos homologues? Merci. Je vous remercie pour cette question. L'Algérie a bien évidemment été invitée, à l'instar de l'ensemble des partenaires de la zone Méditerranée, je dirais centrale et occidentale. Elle a été invitée, elle a malheureusement décliné notre invitation. Maintenant, je préciserai que la coopération et les relations internationales militaires entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues. J'en veux pour preuve, aujourd'hui encore, nous avons des officiers stagiaires insérés au sein de l'école de guerre algérienne et également au sein de l'école d'état-major. Et cette coopération a vocation à se poursuivre dès la rentrée 2025-2026 avec une relève de nos camarades officiers stagiaires en place dans les écoles algériennes. Voilà où en est aujourd'hui essentiellement le lien qui perdure sur le plan militaire entre la France et l'Algérie. Oui, colonel, j'étais un peu surpris de voir l'astérix sur le mot Libye, 2 délégations, c'est-à-dire que la partition est reconnue? Absolument. Dans un souci d'équité, nous avons tenu à inviter les 2 parties, tant la partie ouest, le gouvernement d'unité nationale, proche de l'Algérie et de la Turquie, comme chacun sait, mais également la partie est, plus proche de l'Égypte. Eh bien, les 2 ont répondu présents. Les 2 ont répondu présents. Alors, compte tenu des derniers événements à Tripoli, pour être honnête, je ne sais pas si les 2, finalement, seront effectivement présents lors du symposium qui débutera. Nous accueillerons les premières délégations dimanche après-midi. Pour autant, en première approche, les 2 se sont montrés favorables et enthousiastes à l'idée de participer à ce partage avec les autres nations, non seulement européennes, mais également les autres nations de la zone méditerranéenne au sens large. Quel est le principal défi sécuritaire pour les armées de terre en Méditerranée? Eh bien, le principal défi, c'est essentiellement d'être capable de faire face à tout type de menaces. Et pour pouvoir faire face à ce type de menaces, ça passe essentiellement par l'interopérabilité. L'interopérabilité avec les autres nations. L'interopérabilité ne passe pas uniquement par une communalité d'emploi, d'équipements communs, mais également par une communalité de doctrine et aussi une habitude de travailler ensemble. Parce que finalement, on se rend compte qu'on fait finalement face à des événements communs. Je pense en particulier à essentiellement tout ce qui tourne autour de catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Donc une nécessaire coopération s'impose avec tous les pays de la région dont les moyens finalement sont assez limités face à l'ampleur des crises qui nous font face. Merci pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain pour un nouveau point presse qui portera notamment sur les drones dans les armées françaises. Merci, très bon week-end de l'Ascension et à la semaine prochaine.